va swinguer, on l'a dit, à la foire du Mans. Et c'est très concret, grâce à une expo qui est préparée, de nouveau par Anne de Quillac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la scénographe attitrée, on peut le dire. C'est le grand amour, 7 ans, non, c'est ça? Oui, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble avec le Mans Événement sur les expos des foires. Ouais. Alors ça, c'est incroyable. Une expo comme ça, c'est quelque chose de colossal quand même à organiser. Expliquez-moi. Eh bien, d'une année sur l'autre, on travaille sur les expositions. Donc effectivement, ça prend un peu de temps à se mettre en place. On décide ensemble avec la foire du sujet qu'on va traiter et vers où on va. Et ensuite, on travaille. Ça paraît simple comme ça, mais vous allez constater dans un instant que pour réussir à faire ça, il faut avoir quelques contacts et probablement beaucoup de temps. Allons-y. Allez, on commence par le commencement. C'est écrit ici la naissance du swing. Oui, effectivement, on considère que le swing est né du jazz, enfin du blues et du ragtime, donc de la musique noire américaine au départ. Et c'est quelle période? C'est tout début du XXe siècle. Ouais. Voilà. Ah oui, carrément. 1910, 1920 par là. Et là, on est dans les années 20-30, donc l'entre-deux-guerres. On a encore un gramophone, là. Absolument, on en a un autre dans l'autre pièce, on verra tout à l'heure. Et puis alors des gens en costume d'époque. Absolument, on a essayé d'évoquer également les costumes de l'époque, parce que le swing, c'est tout un ensemble, c'est une danse, c'est une musique, le jazz, mais c'est aussi un style, une tendance, etc. Alors justement, si on parle d'habillement, pour danser, ces robes-là, c'est pratique, c'est idéal. Ouais, c'était plus... là, on est vraiment dans le côté de Charleston, donc c'est vraiment le début du swing. Bon, on verra plus loin, effectivement, que ça a évolué. On arrive dans un autre univers. Alors oui, les années 30. Dans les années 30, au départ, on allait regarder les spectacles dans des clubs et des dancing. On ne dansait pas à la maison encore. C'était vraiment un lieu dédié. Donc on a essayé de reproduire. Pour écouter la musique, il fallait aller dans les endroits où on jouait de la musique. Exactement. On avait des jazz bands et on avait des spectacles. Et ensuite, on avait aussi des endroits où on dansait, donc des sortes de bals finalement, mais en intérieur. Alors la nouvelle évolution, ça a été l'invention de la radio, tout simplement. Oui, l'invention de la radio et donc les gens qui ont commencé à en acquérir. Et donc, on voit que le swing, donc la danse et la musique, est rentré dans les foyers. Ça se démocratise. Avec la radio, effectivement. C'est la démocratisation du swing. Donc on a reproduit un salon, un intérieur, époque années 30, avec du mobilier d'époque. Oui, c'était pas chez tout le monde, ça. Non. Parce que franchement, moi j'aimerais bien avoir encore chez moi aujourd'hui ce type de canapé. Oui, mais ça se fait encore, hein, ça revient. Voilà. Et vous l'avez trouvé de quelle manière? Ça, je suis toujours émerveillé dans les expos comme ça. Comment on fait pour trouver ce genre d'objets? On cherche, on trouve des partenaires. Et là, on a travaillé avec Hélène Antiquité qui a une boutique ici dans le coin. Qu'on connaît bien, évidemment. Alors, on passe à une autre étape, les balles défendues. Oui, pourquoi? Alors, pendant la guerre, donc 39-45, en France, les balles ont été fermées. C'était des décisions gouvernementales. Le gouvernement de Vichy décidait qu'on n'avait plus le droit de faire la fête. C'était la guerre. Mais les gens avaient besoin de ça pour être bien, heureux. Et du coup, des balles se sont organisées de manière clandestine. Et donc là, on a travaillé avec une partie de l'exposition du musée de la résistance de Grenoble, qui nous ont fourni beaucoup d'éléments pour justement prendre connaissance de tout ça. Et donc, on a pu travailler là-dessus sur cette époque des années 40, en France. Il y a effectivement un certain nombre de panneaux explicatifs qui vous permettent dans cette expo de savoir de quelle manière les choses se déroulaient. Puis alors il y a une collection de radios là assez fabuleuse. Un joli vélo également. Alors un joli vélo et une jolie moto parce qu'à l'époque effectivement on explique que finalement les seuls moyens de locomotion étaient des moyens légers comme le vélo ou des petites motos pour aller se rendre au bal de manière clandestine et essayer d'éviter les gendarmes et la police. Évidemment. Bon, le temps passe, la guerre se termine.
Ouais. On continue de danser et on danse de plus en plus, de plus en plus. Et les danses se diversifient, notamment avec l'apport de certains danseurs qui avaient leur style. Donc on a de plus en plus de styles de swing. Et on a notamment le rockabilly qui commence à arriver dans les années 50 et qui ne supplante pas forcément le swing, mais qui devient très important. Donc j'ai décidé d'arrêter un petit peu d'évoluer dans le temps avec le swing, parce que l'expo n'est pas extensible, premièrement. Et deuxièmement, parce que vraiment le rockabilly s'impose. Donc voilà, dans les années 50, on a les derniers moments importants du swing. Et puis alors, on redécouvre des affiches de films qu'on a particulièrement appréciés, les grandes comédies musicales américaines et françaises. Oui, tout à fait. Là, on a une belle affiche d'un Américain à Paris. Et puis, évidemment, on ne pouvait pas éviter de parler de swing avec West Side Story. Et puis, il était important d'évoquer les très grands noms du swing, comme je vois Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, Louis Armstrong, et j'en passe, parce qu'il y en avait tellement, et il y en a encore aujourd'hui. Bon, je note que je passe devant les Demoiselles de Rochefort. Ouais. Bon, c'est pas tout à fait du swing, mais c'est l'esprit, quoi. Alors, c'est les derniers G du swing. Les Demoiselles de Rochefort, c'est quand même encore swing, malgré tout. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Et on va terminer, avant d'arriver dans la salle de spectacle, par deux petits décors que vous avez montés, là, fabuleux. Là, c'est un partenariat que nous avons avec soit des créateurs, soit des antiquaires ou brocanteurs. Et donc là, effectivement, on a évocation de la brocante, voilà, clairement. Là-bas, on a des créateurs. Et puis derrière nous, on a une boutique Victory Shop qui fait que de l'ancien mais authentique. Voilà. C'est ça, de l'ancien neuf. Bon, on va découvrir ça tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette présentation qui était fort sympathique. Ça vous donne envie de venir, non ? Venez et puis prenez le temps, parce que nous on a couru évidemment. Bonjour monsieur, quel est votre petit nom ? Alain. Ça va bien Alain ? Oui, très bien, très bien. Alors Alain, on a un petit peu une image galvaudée de la couture. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose qui est complètement désuet, mais a priori pas là. Non, maintenant c'est un regain de la couture et beaucoup de clubs de couture, même beaucoup de femmes avant qui s'étaient ringards un peu, il y a 10 ans. Hein. Mais maintenant, tout le monde fait de la couture, beaucoup de jeunes. Et vous-même, vous faites de la couture ? Non, moi je répare avant tout. Hein. Ah, vous réparez ? Ah bah oui, moi je suis avant. Parce que vous ne pouvez pas vendre si vous ne réparez pas. Hein, voilà. Et alors du coup là on a combien de modèles par exemple parce que là on a des machines qui alors ça c'est industriel, mais ça concerne aussi les particuliers parce que c'est plus fort quand même qu'une familiale. Voilà. C'est pour ça. Voilà. Donc là on a combien de types de familiales parce qu'on en a plusieurs ? Ah oui, il y en a au moins une dizaine à peu près. Voilà. Hein. Et donc ils sont plus ou moins performantes alors ? Oui. Puis plusieurs sortes de points. Hein. Et puis il y a des électroniques ou des mécaniques. Voilà. Alors quelle est la différence entre les deux justement ? Mécanique et électronique. Avec une électronique, on peut faire de la broderie. Voilà, on peut écrire son prénom. Voilà, il y a plus de points. Voilà. Il y a combien de points à la base À la base, il y en a une vingtaine à peu près de points. La moyenne, c'est ça. Voilà. Et alors, donc, par exemple, quand vous dites que vous réparez, c'est-à-dire, c'est comment s'il y a un problème, c'est moi qui interviens. Voilà. Donc, tout type de problème, vous êtes capable de... Oui. Sauf pour l'informatique, forcément. On change le circuit imprimé, voilà, c'est ça. Hein. Mais moi, ça fait plus de 50 ans. Alors, voilà. Plus de 50 ans, vous êtes... Et ça a une durée de vie de combien, une machine ? À coudre, ça dépend de l'usage, mais ça peut durer 20 à 30 ans en familial. Tandis qu'en industriel, ça peut durer jusqu'à la vie. 50 ans, oui. Alors, typiquement, alors là, par exemple, je vois ce modèle-là qui m'interpelle. Ça, c'est une industrielle ? Oui, c'est une industrielle spéciale, hein, AMF, parce que moi, j'ai travaillé chez AMF avant, RIS. Vous savez, si vous allez jouer au bowling, vous regardez AMF. C'est la même boîte. Voilà, c'est des machines spéciales qui sont pour l'industrie. Quoi ? Faire les gargouzes pour l'armée. Vous savez, les sacs de poudre. On appelle ça des gargouzes pour les fusées, les mortiers, voilà. Hein. Donc vous travaillez avec l'armée alors ? Non, je ne travaille pas chez Thales. C'est Thales qui travaille pour l'armée, voilà. Hein, mais c'est en dessous d'Orléans. Parce que moi, pour une machine spéciale, j'étais dans tous ces pays-là, moi. Hein. Voilà, ça fait voyager la machine à coudre. Alors vous avez fait combien de pays ? Au moins une vingtaine de pays. Hein. Ah quand même ? Pour la machine à coudre ? Pour la machine à coudre, mais spéciale, hein. Vraiment spéciale. Hein. Voilà, comme genre de spécial, ça c'est vraiment spécial. Ça, on passe une journée avant que ça marche, ça. Hein.
C'est vrai. Vous alliez dans ces pays-là, vous installiez ces machines et vous vérifiez que ça fonctionnait. Ah bah oui, puis former le personnel forcément. Voilà. Et donc vous êtes allé où par exemple? Faites-nous rêver. Ah ben, en Ouzbékistan, Kazakhstan, voilà, Tunisie, Algérie, Bulgarie, Roumanie. À Moscou, j'étais. Quoi, maintenant, on dirait peut-être plus, mais... A priori non, ou alors c'est que vous êtes un petit peu kamikaze, mais enfin ça vous regarde. Hein. Non, en Angleterre, j'étais tout... Un peu partout, vous voyez, tout ça, voilà, toutes ces... Et donc vous vous situez où? Parce que si on veut venir faire réparer sa machine pour ces dames et ces messieurs et ces enfants qui font de la couture. J'ai arrêté, moi, parce que je jouais beaucoup d'industriels, je me déplaçais dans les usines de confection, moi. Hein, alors donc, je me déplace et j'ai un atelier, moi, à Saint-Vincent-du-Larouet. Voilà, à la Boissière. Bien, parce qu'on n'est pas devin, hein, mon cher. Oui. Il faut Ouais, des ouais, informations. voilà. Bon, bah super. Bah, écoutez, merci beaucoup. Voilà, à votre service. À l'issue d'Expo, surprise, on fait des rencontres. Je vous présente Fanny. Bonjour. Bonjour. Alors Fanny, j'étais très surpris. Je vous ai vu, j'ai dit, oh, vous faites partie de l'organisation évidemment de la manifestation. Pas du tout, pas du tout. Vous êtes presque une visiteuse, pas tout à fait. Presque une visiteuse en effet, mais je ne fais pas du tout partie de l'organisation en effet. Ouais. Vous êtes là pour accompagner une dame qui est propriétaire d'une belle boutique qui s'appelle Victory Shop, et qui s'est déplacée de Tours au Mans spécialement à l'occasion de cette foire. c'est ça. Bon, c'est quoi le rapport avec vous? C'est que c'est cette boutique-là qui vous fournit en vêtements, c'est ça? Oui, je ne m'habille exclusivement de vêtements d'époque et de reproduction. Et les amis, les personnes qui gèrent la boutique, c'est chez eux que j'ai commencé à m'habiller. Et de fil en aiguille, c'est devenu des amis, de très bons amis. Parce que votre particularité, c'est que vous habillez en permanence, comme ça, entre les années 30 et les années 70? Entre les années 30 et les années 50. Ah, 50 pour vous. Oui, oui, oui. C'est limité. C'est ça. 60 encore, mais 70, c'est trop... C'est pas du tout mon style. Et alors, ça vous a pris quand et comment? Alors, j'ai grandi dans une famille ayant une vieille voiture, donc ça. C'était quoi? C'était une Chambord. Ah, une Simca Chambord, magnifique. Voilà. C'est chic, hein? Ah ouais, c'est magnifique et j'ai énormément de souvenirs et mes parents faisaient donc des rallyes avec. Elle Donc était de quelle couleur? Elle était noire. D'accord, et intérieur? Beige. Voilà. Très bien. Et donc ça a toujours été un style qui m'a beaucoup plu. J'adore également, je suis passionnée de la Seconde Guerre mondiale, donc des années 40. Pendant des années, j'ai regardé les vêtements sans oser les porter. Parce que j'étais énormément complexée sur mon physique, mes formes, mon poids, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Et à un festival, il y a eu énormément de boutiques et mon conjoint m'a dit maintenant, t'arrêtes de baver sur l'écran. Tu vas essayer, tu as les boutiques sur place, Ah, donc c'est bien. tu vas essayer. Ah, c'est bien, c'est le conjoint qui vous a incité à le faire. Oui, c'est ça. D'accord. Vous n'avez pas trouvé votre conjoint parce que vous étiez habillé 30-50, mais c'est l'inverse. C'est ça, exactement. Bon. Donc, Alors, non seulement habillé, mais aussi coiffé. Parce que là, vous avez, alors je sais pas comment ça s'appelle le filet que vous mettez dans les cheveux. Là. ça s'appelle un snood. Un snood. Oui, c'est ça. D'accord. Et ça, c'est une coiffure typique des années quoi, 30, 40? Années 40, tout à fait. Ouais, c'est ça. Hein. Oui. Bon. Ça doit pas être simple en plus de se coiffer comme ça. C'est plus facile qu'on ne le pense. Avec l'entraînement, on y arrive beaucoup plus facilement. Hein. C'est vrai qu'au début, je mettais énormément de temps. Maintenant, 10 minutes, un quart d'heure, c'est fait. Et alors, donc vous vous habillez comme ça tous les jours? Oui, tous les jours. Vous travaillez? Vous avez une activité? Oui, oui, je suis chef de produit acheteur au siège social d'une grande enseigne de bricolage. Et je m'habille comme ça tous les jours. Et alors, vous êtes acheteur, vous n'êtes pas vendeur, hein, on est d'accord? On est d'accord, non, non. Je suis dans les bureaux du siège social pour la section des produits en magasin, en fait. Vous n'êtes pas au contact avec les clients? Non, je suis en contact avec les fournisseurs, par contre. Mais ça fonctionnerait bien même avec les clients, je suis sûr. Ah oui, oui, oui. Et vous avez réussi à organiser des opérations vintage dans les magasins de bricolage? Non, non, non. Le vintage, c'est ma passion, c'est mon privé. Et après, il y a le travail, c'est autre chose. Bon, en tout cas, ça doit pas être simple tous les jours malgré tout. Il faut trouver, il faut chercher. Je sais pas comment vous faites. Alors moi, je fais aussi des brocantes avec mon conjoint. Donc il y a beaucoup d'accessoires, les bijoux, les sacs à main, beaucoup d'accessoires qu'on trouve en brocante. Les vêtements en soi, j'ai quelques vêtements authentiques, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc du coup, il y a les boutiques de reproduction comme celle-ci. Attendez, vous êtes tellement jusqu'au boutiste, ça veut dire que les meubles chez vous, c'est également la même période? Oui.
Ah, Oh là là, je serais curieux de voir votre intérieur. j'ai, oui, oui, tout notre intérieur est authentique avec des meubles années 40. Alors, dernière question, vous êtes sartoise ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes Tourangelle? Alors la boutique est Tourangelle, les amis sous Tourangeau, mais moi je suis entre Orléans et Blois. Très bien. Bon, bah, c'est pas dans la Sarthe que vous découvrirez l'intérieur de Fanny. Dommage. En tout cas, vous êtes là pendant quelques jours. On est là jusqu'à la fin du festival. Voilà. Si vous voyez l'émission avant la fin de la foire, il n'y a pas de souci. Vous pourrez venir saluer Fanny. Félicitations.